Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous avons mis le cap sur l'une des cités les plus légendaires et les plus fascinantes du Moyen-Orient. Une cité taillée dans le roc qui fascine les explorateurs depuis des siècles. Terre d'aventure et de cocagne, bienvenue à Petra. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et à Petra plus qu'ailleurs. 6 h du mat, ouverture des tickets, lever du soleil, c'est là qu'il faudrait être à Petra, il n'y a pas encore trop de monde. Dépêchez-vous, ça va être ensuite la foule. Bon, quand visiter Petra? Quand est-ce qu'elle est la plus photogénique et quand il y a moins de monde en fait? Les deux ne sont pas compatibles, sachez-le, c'est pour ça qu'on vous conseille de prendre 2 ou 3 jours pour visiter Petra. Vous pourrez ainsi voir le site à différentes heures du jour avec différentes luminosités et ça c'est important. Alors en gros, il y a 2 options pour vous. La première, c'est d'opter pour la visite de Petra au moment où le soleil, évidemment, tape sur les façades et là, c'est sublime, c'est plus propice pour prendre des photos et visiter ces monuments. C'est également celle où il y a le plus de monde. L'autre possibilité, c'est la seconde, c'est de préférer éviter les foules, y venir au moment où la lumière est moins intense, évidemment, et où les sites sont dans l'ombre. Alors, à vous de voir. Bon, pour terminer sur la bonne période pour visiter Petra, sachez qu'il faut éviter absolument le week-end. Les Israéliens arrivent par centaines, etc. C'est beaucoup moins intéressant et je vous avoue que ça peut gâcher un petit peu la visite. Sachez que évitez le week-end dont je vous en ai parlé, le vendredi, le samedi en Jordanie. Attention, c'est pas le même week-end que chez nous. C'est beaucoup plus tranquille le dimanche. C'est à savoir. Bon voilà, on a son ticket, d'accord? On est paré pour la visite, on met son sac sur son dos, on évite d'être trop chargé quand même, il va falloir le porter, je vous le rappelle. Absolue nécessité à l'intérieur, 1 litre ou 1,5 litre d'eau, ça sera indispensable. On peut quand même en trouver sur place pour 1 ou 2 $ si dans la journée vous en manquez, ça c'est à savoir. On a également mis de quoi se sustenter, pas trop quand même. On a mis des raisins secs, on a mis des fruits secs, on a mis également des amandes, etc. qu'on a mis à l'intérieur de son sac, quelques barres céréales, pourquoi pas. On a acheté 2-3 petits trucs pour grignoter à l'intérieur du site, à la supérette du bas de notre hôtel. Et puis pour le reste, un bon chapeau, une bonne paire de chaussures, d'accord. On a une petite veste, pas trop lourde quand même, parce qu'il va falloir la porter ensuite pour le début de la randonnée, où il fait peut-être frisquer à l'intérieur du site par exemple. Et puis ensuite, la grande randonnée va commencer. On amène surtout dans son sac beaucoup de courage, il va en falloir, mais l'excitation et la fascination est telle qu'on oublie très rapidement la fatigue et qu'à la fin de journée, on se dit on a passé 6 ou 7 heures à l'intérieur et on n'a pas vu le temps passer. Et ouais, allez, c'est parti pour la visite de Petra, la cité merveille. Vermeil. Deuxième info pratique, les mecs qui sont derrière et qui dès l'entrée du site vous diront que le cheval est gratuit, c'est une belle connerie. Alors c'est gratuit jusqu'à l'entrée là-bas et après il faudra payer. Je ne sais plus combien ils vous feront payer, 10 et quelques. Alors si vous voulez le faire, vous le négociez tout de suite et vous le négociez évidemment avec la monnaie qui va avec. Il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde et encore moins en Jordanie. Les tombeaux aux obélisques de bizarres formes, telles des sentinelles, des blocs de pierre taillés, on dirait des tours. évidemment sans intérieur. Ce sont les blocs djinns, par analogie assez fausse d'ailleurs, avec les esprits malins du folklore arabe. Bon, pour la petite histoire, on dit que ces fameux djinns seraient pourvus de forme humaine. Ils se distinguent des autres êtres réels par leur bouche et leurs yeux verticaux.
Les mâles dotés d'un pénis surpuissant, les femelles d'une ardente chevelure. D'accord. Sachez qu'ils apparaissaient la plupart du temps durant la nuit, avec une préférence pour les mercredis et les vendredis. Attention à vous, d'accord. Leur technique favorite consistait à pousser un cri si puissant et si pénétrant que leurs victimes en perdaient leurs esprits. Alors sachez que ce sort pouvait être évité par deux méthodes, soit en allumant un feu, soit en tirant à l'air. On n'a fait aucun des deux, mais sachez que la légende, le sacré est partout présent quand on remonte ce sikh parmi les plus sacrés de Jordanie. Bon, pour en revenir à l'histoire, sachez qu'il s'agit tout simplement de tombeaux tours assimilés au dieu Dushara, qu'on représentait jadis sous forme de grands blocs de pierre. On en a retrouvé plus de 26 sur le site de Petra, de ces blocs djinn. Bon, le premier grand tombeau, le premier grand monument auquel vous serez confronté une centaine de mètres après le Ticket Office, c'est le fameux tombeau aux obélisques et le triclinium de Bab es-Sikh. Sans doute le même complexe funéraire, il faut dire qu'ils ont été taillés de façon assez identique et qu'ils partagent le même escalier. Il s'agit donc évidemment d'un même bâtiment et... oh, c'est assez unique à Petra, c'est-à-dire qu'on a à la fois un tombeau et juste en dessous un triclinium, c'est-à-dire une salle à manger, qui permettait aux vivants de venir festoyer et d'honorer les morts. Dans la partie haute, on ne peut ne pas manquer ces 4 obélisques fièrement taillés dans le tombeau. C'est un cas assez unique à Petra, en tout cas, on n'en connaît pas d'autres. Et tout de suite, c'est fait, on pense à l'Égypte et on pense que l'Égypte a dû influencer le gars qui s'est fait, évidemment, tailler cette tombe. Alors, qui était-il? Plusieurs possibilités. Sachez que si on regarde bien tout en haut du monument, vous avez une niche. D'accord? Une petite niche rectangulaire qui héberge la statue d'un homme de taille naturelle et à qui, bon, il n'a plus de tête évidemment. Il est vêtu de ce qui semble être une toge romaine, ce qui a fait dire à beaucoup qu'il s'agissait là sans doute d'un citoyen romain. Mais enfin, rien n'est moins sûr quand même. Ce tombeau, comme la plupart des tombeaux de Petra, demeure très mystérieux quant à ses origines, quant à son auteur et quant à sa datation. Bon, alors si c'est un citoyen romain, c'est 106 après Jésus-Christ, en tout cas elle date d'après 106 après Jésus-Christ. Les autres spécialistes ne sont pas d'accord et on est à peu près d'accord aujourd'hui pour dire que la tombe, avec ce qu'on a retrouvé autour, daterait plutôt du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et ça change tout. Sachez qu'on a également retrouvé, pas très loin d'ici, en face même du monument, une inscription en nabatéen et en grec parlant d'un certain Admanque. D'accord? Présenté comme celui qui fit construire cette tombe pour lui-même et ses descendants. Assez extraordinaire. Alors bon, vous allez me dire, cette pierre pourrait appartenir à n'importe quel autre tombeau, mais enfin, il n'y en a pas énormément dans le coin, et puis elle est vraiment située sur un passage où, si on passe devant le monument, elle aurait été sur le monument, on l'aurait pas vu. Par contre, elle est quasiment en face. C'est plutôt remarquable. Donc allez, admettons que Admenk soit le propriétaire de cette tombe mystérieuse. Bon, Laurent, t'es bien gentil, mais on a des yeux quand même pour voir, et on voit très bien que c'est de ces 4 obélisques égyptiens, non? Eh ben, pas forcément. Sachez que beaucoup sont d'accord aujourd'hui pour dire qu'il s'agirait plutôt de Nefesh. Alors, qu'est-ce que c'est que des Nefesh? Je vous mets ça là-haut. Symbole des défunts, dont le rôle est d'en perpétuer le souvenir. L'interprétation traditionnelle qui a donné son nom au monument. Considérer ces objets comme des obélisques égyptiens, eh ben, il n'est sans doute rien. On est quasiment d'accord aujourd'hui pour dire qu'il s'agissait de ces fameux Nefesh, représentant les personnes enterrées dans la sépulture. D'accord? Et donc 4 personnes étaient enterrées là. Bon, on ne perd pas de temps, la foule va arriver, on se dépêche à franchir les portes du sikh et à remonter cette voie sacrée, qui est l'un des grands moments, évidemment, de votre visite de Petra. Quand on franchit Bab es-Sikh, la porte des gorges, on imagine aisément le soulagement que devaient éprouver les caravanes en arrivant ici, d'accord? On imagine les hommes, les caravaniers criant leurs ordres sur des tons vifs. On imagine les dromadaires grognant, les ânes braillant, les chiens aboyant dans un nuage de poussière épouvantable. Cas unique dans le monde, cette voie d'accès pour le moins originale, elle est d'un moment sismique qui a littéralement coupé la montagne en deux.
Les habitants du coin l'ont surnommé le Sikh, le défilé forcément. 2 km de féerie, 2 km de défilé extraordinaire. Bon, l'un des mystères de Petra, c'est comment avoir pu avoir une cité aussi opulente en plein désert. Et le problème de l'eau, et bien justement, le génie des Nabatéens a été d'avoir exploité les massifs alentours comme autant de collecteurs d'eau, de pluie, dont Petra sera le point de convergence, d'accord? Le site est truffé d'installations hydrauliques. Vous y passerez sans doute devant sans les remarquer. Regardez toutes ces petites rigoles qui longent le Sikh, assez remarquables, et qui vous rappellent que les hommes ont su, ici, domestiquer l'eau et la ramener des sources un petit peu plus haut jusqu'à la cité. Une grande cité pour ce désert. Et le secret de Petra, finalement, réside dans tous ces puits, dans toutes ces citernes, dans tous ces canaux qui irriguaient la ville, une ville cosmopolite, en plein désert. On a retrouvé dans la cité plus de 200 citernes et fontaines. Autant vous dire que l'exploit est immense. Sachez également que le Wadi Moussa, qui n'est quasiment jamais en activité, peut se fâcher et devenir débordant en hiver. Donc le génie des Nabatéens, ça a été également de détourner ce Wadi Moussa du Sikh pour pouvoir en faire une voie d'accès, d'obtenir un tunnel, un barrage qui permettait de réguler l'eau, de la stocker pendant les périodes de grande sécheresse et de pouvoir l'utiliser quasiment toute l'année. Bon, si c'est sans doute un séisme qui a ouvert la montagne en deux, c'est le Wadi Moussa, la rivière de Moïse, qui a sculpté et forgé cet étroit défilé. L'eau est au cœur de la mythologie de Petra depuis la nuit des temps. Et la légende est belle. Wadi Moussa, la rivière de Moïse. C'est en effet ici que le prophète, fuyant l'Égypte et Pharaon, se serait retrouvé avec son peuple. Assoiffé, il aurait, avec ses pouvoirs magiques et son bâton, frappé la roche et ouvert la montagne en deux, laissant couler une source. Ah, légende, quand tu nous tiens! Durant votre balade au cœur du Sikh, vous ne manquerez pas de remarquer ça et là des inscriptions, des bas-reliefs, des pierres sculptées représentant sans doute les dieux nabatéens. Et on ignore beaucoup de choses sur eux. Sans doute qu'ils étaient représentés par de simples pierres aniconiques, c'est-à-dire sans aucune représentation figurée à l'intérieur. 1, 2, 3 pierres, c'est sans doute autant de divinités dans l'intérieur de la même niche. Dushara était leur dieu principal, dont le temple trône au milieu de la ville basse. La déesse Al-Uqsa était elle aussi la plus reconnue et peut-être la plus vénérée. Son temple devait être une véritable merveille dont il ne reste
pas grand-chose aujourd'hui. Le séisme du IVe siècle a évidemment durement touché ces monuments. Sachez également que là aussi, il y avait sans doute un certain syncrétisme, où ça a été sans doute intégré à la déesse Vénus d'abord, et puis sans doute également à Aphrodite. Autant dire que le Quesnay, par exemple, est le symbole de ce parfait syncrétisme des religions ici à Pétra, où on y voit pêle-mêle des dieux, l'aigle du dieu Zeus, la déesse Isis, d'accord, mélangé à des griffons. Autant dire que ici à Pétra, comme partout ailleurs, les Romains ont sans doute permis aux habitants et aux Nabatéens de conserver leur dieu tout en mélangeant évidemment avec la culture et la civilisation gréco-romaine. Et quand je dis que les touristes passent devant sans la voir, sachez que la plus grande d'entre elles est complètement invisible quand on y arrive. On l'aperçoit finalement et on s'en rend compte quand on revient de Pétra au retour. D'accord, la plus grande de toutes, unique par son style, est une niche découpée dans un affleurement à côté d'une section de voie pavée. Je suis monté dessus pour prendre une photo sans l'apercevoir, car la façade taillée semble avoir été destinée à ceux qui quittaient la ville. Deux bétiles se tiennent côte à côte dans un encadrement de pilastres et d'architraves, couronnés d'une frise dorique. Les touristes passent un peu rapidement devant, et gravé dans la roche, on devine encore les pieds d'un caravanier avec les pieds du chameau, on devine encore le ventre de l'animal. Ça vient nous rappeler que Pétra était une cité cosmopolite extrêmement riche. La route des caravanes, un croisement et un carrefour commercial unique en son genre, c'est ce qui en a fait la richesse d'ailleurs. Imaginez que dans ce site, des caravanes de dromadaires, des caravanes d'ânes, etc. ramenaient d'Occident et d'Orient les merveilles et les trésors, la myrrhe, l'encens, l'or, etc., etc. Pétra était le point de convergence de toutes ces richesses. Mais comment un peuple de brigands et de bédouins a-t-il pu fonder l'une des plus belles et des plus grandes cités de l'Antiquité ? Bon, sachez qu'assez tôt, les Nabatéens ont su percevoir la position stratégique exceptionnelle de Pétra, et ces immenses murailles naturelles pouvaient servir d'écrin à un commerce caravanier des plus florissants. En effet, la myrrhe, l'encens, les épices débarquaient d'Inde et d'Asie dans l'Arabie heureuse, le Yémen d'aujourd'hui, pour remonter avec les caravanes tout le Hedjaz et le désert d'Arabie jusqu'à Pétra. On pouvait s'y reposer, de nombreux caravansérails ont été découverts dans la ville, on pouvait ici faire le marché et on pouvait commercer en toute tranquillité, à l'abri de ces puissantes murailles naturelles, pour ensuite revendre ces produits via Gaza et Alexandrie au monde gréco-romain. Autant dire qu'ils ont su s'enrichir, l'encens notamment, qui servait non seulement aux Romains, c'était quasi indispensable pour leur culte, mais pas seulement, la pharmacie également était à l'honneur, et puis pour parfumer les maisons, c'était très recherché, et je ne parle même pas des épices essentielles dans la cuisine de cette époque. Donc les Nabatéens ont su être des commerçants hors pair, les caravanes arrivaient ici de partout, permettant à ses habitants d'obtenir et d'amasser des richesses incroyables, richesses que l'on retrouve dans les façades de leurs tombeaux un peu partout sur le site. Ce qu'il y a de vraiment extraordinaire dans le SIC, c'est que suivant les heures de la journée, les couleurs changent énormément. Ce matin, c'était plutôt rouge et aujourd'hui c'est ocre, voire jaune en fin de journée. Fantastique, la lumière est complètement différente, mais c'est tout aussi magique. Et puis, au bout de 30 minutes, vous serez sans doute impressionné. C'est peut-être l'un des plus beaux de mes souvenirs de voyage. On débouche, tels les premiers explorateurs
tels des Indiana Jones des temps modernes, devant le trésor, le casse-nez, le plus beau temple de Petra. Il est là devant vous, c'est un instant unique, une expérience quasi mystique.